La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non l'événement qui détermine comment l'histoire doit changer pour que ça s'achève. Il y a deux possibilités d'être réduit par ça. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Dans l'épisode du jour, on part à la rencontre de Subhatra. Elle est transfuge de classe, c'est-à-dire qu'elle a vécu un changement de classe sociale dans sa vie. Elle nous partage son enfance dans une famille indienne avec des parents qui ont fait le choix de vivre en France. Très vite, elle est confrontée à la différence de culture. Elle a aussi très vite compris qu'elle n'avait pas d'autre choix que l'excellence. Et cette recherche de l'excellence n'a pas été sans conséquences. Mais aujourd'hui, les épreuves semblent derrière elle et elle voit la vie différemment. Bonne écoute. Salut Subhatra. Salut Thibaut. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, merci beaucoup d'accepter de venir dans Histoire Kintsugi partager ton histoire, riche histoire en plus. On va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu ensemble sur cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bah oui, avec plaisir. Je m'appelle Subhatra, j'ai 35 ans, j'allais dire 34, mais j'ai eu 35 ans récemment. Je suis actuellement doctorante en philosophie, mais je suis également professeure de philosophie agrégée et illustratrice. Ok, et d'ailleurs, on pourra partager peut-être ton Instagram en description de l'épisode. Ah bah oui, avec plaisir. Ouais. C'est marrant parce que je voulais tout de suite raconter cette anecdote. Je t'ai pas prévenu en plus, mais on parle un petit peu de résilience dans le podcast et quand je t'en ai parlé, tu m'as tout de suite repris sur ce mot-là. Ouais, c'est vrai. Avant qu'on rentre peut-être plus en détail dans l'épisode, est-ce que tu peux me donner ta définition de la résilience et ce que t'aimes ou pas dans ce mot d'ailleurs? Bah, je trouve qu'en soi, quand il n'est pas dénaturé, c'est vrai que c'est un beau concept. Parce que quand il est rattaché à la notion de guérison, de trouver en soi les ressources pour se réparer, c'est hyper important. Parce qu'en réalité, sans cette faculté-là, on ne pourrait pas croire à la survie, on ne pourrait pas croire au fait de dépasser des épreuves. Et donc, sans cette notion, quelque part, il n'y a pas d'espoir. Donc, c'est une notion hyper importante pour l'humanité. Mais moi, ce que j'aime pas dans cette notion, c'est qu'elle est souvent utilisée à tort et à travers, et qu'elle est très utilisée pour moi dans un contexte hyper capitaliste, où en fait, on a tendance à croire ou à faire croire que les ressources sont inépuisables. Et donc, quelque part, d'être à l'inverse du but du mot, qui est de dire aux gens, en fait, vous ne pouvez pas tomber. En fait, on s'en relève toujours, on s'en remet toujours. Il n'y a pas d'épuisement des ressources possibles. On peut toujours s'en sortir, quoi. Et donc, ça va avec une philosophie du quand on veut, on peut. Ça va toujours mieux. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de discours de résilience super beaux, super inspirants, super puissants. Et malheureusement, je trouve que ça cache une grande majorité de cas dans lesquels on s'en remet pas. Enfin, ça existe aussi, quoi. Ouais. L'impossibilité de la résilience. Je sais pas, je pense à des cas où tu perds ton enfant. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas. Mais souvent, je pense à cet exemple. Je me dis, est-ce qu'on se remet d'un truc pareil ? Est-ce qu'on apprend à vivre avec ? Alors, est-ce que c'est ça, la résilience ? Apprendre à vivre avec un truc qui est jamais réparé ? Mais voilà. Donc, je suis un peu mal à l'aise quand il est trop utilisé à tort et à travers. Et c'est un concept qui est en plus un peu écocide des fois. Donc,
c'est un peu contre l'écologie de se dire bon non, mais de toute façon la Terre elle s'en remettra. Ouais. Donc voilà, ça génère un peu des discours moyens quoi, quand ils sont mal utilisés. Donc c'est pour ça que je voulais savoir de quoi on parlait avant de me lancer dedans. Ouais, et puis là on va parler de ton histoire, je pense que typiquement dans ce que tu dis, est-ce qu'on s'en relève, est-ce que ça laisse des traces, ton histoire on pourra jamais dire qu'elle est complètement derrière, c'est partie prenante de ta vie. Donc, comme pour tout le monde. Hein. Ouais, bien sûr. Ok, bon ça c'était le petit point définition avant de se lancer. Dans Histoire Kintsugi, j'aime bien demander à l'invité de choisir un objet pour lancer la discussion, puisque le Kintsugi c'est l'art de réparer des objets. Du coup je t'ai demandé de réfléchir à un objet. Est-ce que tu peux nous partager l'objet que tu as choisi? Ouais, c'était pas si simple parce qu'au départ j'avais vraiment aucune idée d'objet. Quand tu m'as suggéré ça, je me suis dit mais je suis pas quelqu'un de trop matérialiste au sens où il y a des objets auxquels je tiens, mais j'ai appris aussi que voilà, les objets ils se perdent et tout, donc je m'y attache pas trop. Et finalement, quand tu m'as un peu expliqué l'histoire de ces interviews et tout ça, j'en ai un qui s'est imposé hyper rapidement, quoi, de façon très évidente. J'ai choisi un livre pour enfants de la bibliothèque Rouge et Or, donc seuls les vrais savent quelle est cette bibliothèque. Et c'est un livre qui s'appelle Guillou dans les étoiles, donc écrit par Claude Rose et Lucien Guy Toati. Je le tiens là entre les mains, c'est très vieux, hein, je pense. Et c'est un livre que m'a offert ma maîtresse de CE1 qui s'appelle Danielle, qui, oui, peut-être qu'elle est encore là, j'espère. Et elle me l'a offert quand je suis arrivée en CE1. Donc moi, j'ai fait 3 années de maternelle et j'ai pas fait le CP. Je savais déjà lire et écrire en 3e année de maternelle. Donc on a proposé à ma famille de me faire passer directement en CE1, ce que ma famille a accepté. Et quand je suis arrivée en CE1, j'étais plus petite, tout ça. Et je lisais déjà beaucoup. Danielle avait repéré que j'aimais lire. Et elle m'a offert ce bouquin. Et donc je l'ai gardé. Et il est très important. Ouais. Ça fait partie des bouquins que je cherche vraiment dans ma bibliothèque quand je déménage, que je ne veux pas oublier chez moi. Donc ouais, il est assez important. On voit qu'il a vécu ce livre. Ouais, il doit manquer 1 ou 2 pages, je suis dégoûtée. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon que des extraterrestres viennent chercher chez lui parce que leur planète est en danger. Et donc il doit aller les aider à se débarrasser d'espèces de rats géants qui envahissent sa planète. C'est peut-être une planète qui est gérée par Anne Hidalgo, tu sais, je sais pas. Mais voilà. Donc c'est ce bouquin-là que j'ai choisi comme symbole. Et qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce bouquin? Beaucoup de choses. Déjà, c'est un livre. Et moi, mon rapport au livre, il est super important parce qu'aujourd'hui, je suis enseignante moi-même. Donc, et ce livre m'a été offert par une enseignante. Et ce livre, mais tout en fait est important parce que aussi bien la personne qui me l'a donné, qui est Danielle, c'est une figure pour moi d'enseignante hyper bienveillante. C'est elle aussi qui m'a appris à faire du vélo parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir un vélo. Donc j'ai appris à faire du vélo à Saint-Brévin en sortie scolaire. Et c'est Danielle qui m'a appris parce que tous les enfants sortaient faire du vélo et moi j'ai dit moi je sais pas en faire. Donc elle a eu un rôle un peu presque parental à l'école d'éducation vraiment, où c'est le premier livre en fait qu'on m'a offert. J'avais du coup 5 ans. C'est le premier livre qu'on m'a offert, c'est hyper émouvant. Et c'est un livre que j'ai gardé parce que j'aimais l'histoire. Moi aujourd'hui je suis passionnée d'astronomie. Le livre il s'appelle Guillou dans les étoiles, on parle des planètes et tout ça. Je crois d'ailleurs savoir que tu as eu ton premier télescope il y a l'année très peu de temps. Ouais, l'année dernière, mes amis se sont cotisés, m'ont offert un super télescope. J'ai trop chialé, c'était vraiment un rêve d'enfant, vraiment. Ouais. Et ma passion pour l'astronomie, et mon obsession pour les étoiles et tout ça,
je sais que ce livre a énormément joué. Parce que, en gros, c'est le premier livre, si tu veux, que j'ai lu de manière autonome et que j'ai relu et re-relu. Parce que c'était le mien, quoi. Enfin, moi, j'avais plein de livres à la maison, mais qui étaient des livres tamouls, puisque je suis d'origine tamoule. Mais moi, je savais pas lire le tamoul, donc c'est pas des livres auxquels j'avais accès, quoi. Et ça, c'est le premier livre qui était à moi le mien, que la maîtresse m'a offert, tu vois. Je crois qu'il débarrassait la bibliothèque et donc elle avait peut-être offert des livres à d'autres enfants, hein, je m'en rappelle pas. Mais dans mon imaginaire de petite fille, elle me l'avait offert qu'à moi. Okay. Et donc voilà, c'est une prof qui me l'a offert et maintenant je suis prof. Moi-même, je suggère à d'autres élèves de lire des bouquins. Ça m'est déjà arrivé aussi d'offrir des bouquins à des élèves. Donc, il y a un truc de transmission hyper important. Et puis, l'autre truc très important aussi, c'est que c'est un livre. Et les livres et la fiction, c'est une part hyper importante de ma vie aujourd'hui. Il y a la philo d'un côté, mais il y a aussi que moi, je suis une passionnée de littérature. Et que ce livre-là, il est arrivé... à un moment où je viens d'une famille dans laquelle c'était pas forcément évident et c'est comme si elle m'avait offert un support en disant quand ça va pas tu peux aller te réfugier dans la fiction. C'est des choses qui permettent à ton esprit de s'évader. Elle me l'a pas dit, mais en fait de me le donner et de me dire ouvre ça et puis t'as accès à un autre monde quand le monde actuel te plaît pas. Voilà, donc je pense que c'est très important parce qu'elle a contribué à mettre la connaissance, la lecture au centre de ma vie. Et voilà, la littérature, c'est aussi l'écriture. Et moi, c'est hyper thérapeutique. Donc, en fait, ce livre, il est triplement important. 1, parce que je suis devenue prof aussi. 2, parce que ça a été une thérapie de m'échapper dans les livres. Et 3, ça a été une inspiration pour moi-même écrire. Ouais, c'est génial. Et ça, je vais pas faire le psychologue de confort parce que je ne suis pas psy, mais rien que te voir le tenir et comment tu le regardes quand t'en parles, ça veut tout dire, j'ai l'impression. Ouais. Bah ouais, vraiment. J'ai des souvenirs très exacts de la bibliothèque dans laquelle on allait et tout, quoi. Donc du coup, je suis assez nostalgique parce que c'était vraiment une belle année pour moi, parce que comme j'ai grandi ma toute petite enfance en Inde, évidemment, après j'ai fait 3 années de maternelle en France et je me suis tout à fait adaptée, mais il y avait quand même toujours tellement cette crainte, je pense, même enfant, de pas être complètement dans les clous et tout, que le fait qu'elle me dise « Mais si, t'es capable de lire ça ». Et moi, j'étais fascinée par le fait de pouvoir lire. J'ai trouvé ça fort, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Génial. T'as évoqué ton enfance, ton rapport au livre. On va filer un petit peu la comparaison avec le kintsugi en parlant de ton histoire. Est-ce que tu peux justement revenir sur ton histoire et nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne aussi ton rapport à la lecture, à ce que tu fais aujourd'hui, qu'on comprenne un peu le cheminement. Ouais. Bah écoute, moi je viens d'une famille où on est 3 sœurs. J'ai plus mon père maintenant, j'ai plus que ma maman. Et mes parents sont arrivés en France il y a déjà très très longtemps. Mon père, je pense qu'il est arrivé à la fin des années 70, quelque chose comme ça. Et ma mère, un peu plus tard, une fois qu'elle l'a épousé, donc une dizaine d'années après. Et je viens d'une famille très modeste, pour pas dire vraiment défavorisée. Il y a que mon père qui travaillait, il avait un boulot stable, mais ma mère était mère au foyer, donc elle travaillait à la maison, mais voilà, sans être payée. Et le contexte migratoire de mes parents, le contexte financier, le contexte aussi culturel en partie, et puis le décalage avec les mœurs françaises, etc., que même des adultes qui migrent quand ils savent pas encore dans quel pays ils vont atterrir et qu'ils n'ont jamais visité avant. Je pense que mes parents ont vécu des écarts assez importants qui font que moi j'ai grandi dans un contexte où il y a quand même pas mal de violence. Et donc moi je suis une victime collatérale de violences conjugales répétées, etc. Et du coup, j'ai assisté quand j'avais 10 ans à une agression vraiment traumatisante pour moi, parce que c'est ma mère qui a été agressée. Et moi, j'ai pas été prise en charge à l'époque, quoi, mais ça a été vraiment, je pense, l'événement le plus fondateur
dans la suite de mon parcours, parce que j'avais conscience que ma mère venait d'être agressée parce qu'elle était une femme et qu'elle respectait pas ce que disait un homme. Mon père aussi, il était malade, quoi. Donc il avait pas mal de troubles psychiatriques assez lourds. Qui arrangeait pas ces choses-là, donc c'était compliqué. On devait beaucoup s'occuper de mon père qui était malade, et en même temps la violence, ça faisait partie des symptômes en fait de cette maladie. Donc j'ai très vite, à 10 ans, c'est arrivé quand j'avais 10 ans, j'étais en fin de CM2 je crois, j'ai eu l'impression de basculer très rapidement dans le monde adulte. Et la seule façon que je me suis mise en tête de m'en sortir, quoi, de me dire cet événement... j'ai pris très vite conscience que cet événement, c'était potentiellement quelque chose qui pouvait ruiner la suite de ma vie. Ouais. Parce que, je sais pas, un pressentiment, tu te dis, ça c'est une cassure assez importante. Et donc, il faut bien la prendre en charge. Et comme je n'avais pas été prise en charge, la culture dans laquelle j'ai grandi, c'est une culture dans laquelle l'école est très importante. Et en particulier dans ma famille, je savais que les femmes, les filles, les petites filles, parce que moi j'ai beaucoup de cousines qui sont encore en Inde, on est la seule famille en fait ici, moi j'ai que mes parents et mes sœurs, on a quelques cousins et cousines éloignés qui vivent en région parisienne, mais vraiment les frères et sœurs de mes parents sont là-bas et leurs enfants aussi. Donc mes cousines germaines, elles sont toutes là-bas. L'accès à l'école, c'est compliqué. Il y en a très peu qui font des études supérieures prestigieuses. Elles sont toutes vouées quand même à avoir une vie maritale. C'est ça l'ambition pour elles, quoi. Non pas qui vient d'elles, mais c'est ce qu'on a un peu décidé pour elles. Décide pour elles. C'est le chemin qui est tracé pour elles et qu'elles doivent suivre. Et ça, j'en ai pris conscience hyper tôt parce que dans toute cette enfance, j'ai fait quand même plusieurs allers-retours en Inde de ma petite enfance jusqu'à l'année dernière. Et à chaque voyage, je me rendais quand même bien compte de la condition des femmes. Et je me rendais compte que quand même, il y avait un écart super important parce que ma famille en Inde est très rurale. Moi, j'étais dans la région parisienne en France, donc ça faisait un écart vraiment immense. Et très très jeune, vers 11 ans, je suis retournée en Inde. J'avais conscience que j'avais de la chance de pouvoir faire les études que je voulais faire, et donc je me suis mis une pression sur l'école toute seule, à me dire si tu veux t'en sortir, il faut que tu sois une femme autonome et libre pour que personne puisse te dire quoi faire, que tu dépendes de personne. Et donc à 10 ans de se mettre en tête qu'il faut devenir une femme autonome, c'est un peu particulier. Et donc puis il y a eu une période d'absence après de mon père, donc moi j'ai 2 petites sœurs. Et j'ai clairement pris la place de ce que ma psy appelle un enfant parentifié. Donc j'avais 10-11 ans, mais j'étais le 3e parent, quoi, on va dire, ou le parent remplaçant quand il y en a un des 2 qui était en défaillance. Et mon père, lui, parlait super bien français et tout, donc j'avais pas cette partie-là à gérer. Je devais juste gérer ses absences à la maison et tout ça, et ses soucis de santé. Mais ma mère était encore en apprentissage du français. Et donc, les papiers, c'est moi qui m'en chargeais. Donc j'avais cette charge très très jeune de devoir gérer des papiers, que ce soit le médecin, le tribunal. Tu m'as parlé, quand on a préparé l'épisode, à 10 ou 11 ans, où c'est toi qui gérais les finances de la maison. Oui, parce que suite au problème de santé de mon père, à un moment, on avait eu un souci avec les banques. On était en interdit bancaire pendant 10 ans, sous tutelle et tout. Et du coup, il fallait quand même vérifier les comptes. Donc, on recevait les courriers de la Société Générale avec les comptes et tout ça. Et ma mère me donnait les courriers en disant qu'est-ce qu'il y a écrit, est-ce que tout va bien, est-ce que si, est-ce que ça. Et donc, j'ai vraiment des souvenirs de lire les colonnes, de faire des additions en me disant bon, tout va bien, on a de l'argent sur le compte et on peut faire ci, on peut faire ça. Mais comment tu savais quand je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont nos âges et qui regardent toujours pas leur compte, je me dis comment à 11 ans on est capable de lire des comptes et de savoir si ça va ou pas, quoi. Écoute, c'est assez vieux, donc je sais pas comment c'est venu, mais j'ai le souvenir d'avoir déjà amené certains courriers à mes enseignants. Ceux en qui j'avais confiance, et j'en disais pas plus, personne m'a jamais posé de questions. Mais je me souviens déjà avoir amené un courrier comme ça à ma prof de français, qui s'appelait Madame Cluzot. Et je me souviens que je lui avais dit, j'ai reçu ce courrier, je comprends pas. Et il faut que j'explique à ma mère, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est, ce qu'il y a, etc.
Et après, sur les comptes, c'était pas des trucs très difficiles. Souvent, tu sais, c'était des courriers où ma mère, elle voulait juste s'assurer qu'on devait pas de l'argent. Ouais. Donc, si c'était un courrier qui disait votre carte bleue est arrivée ou votre chéquier, je sais pas quoi, j'arrivais à identifier que c'était des pubs ou pas des. Enfin voilà, que c'était info essentielle, info pas essentielle. Ouais. C'est écrit quand même quand tu vois le coupon de retour avec un chèque, là tu dois de l'argent. Ouais. Moi, c'est inquiétant quoi. Et après, il y avait des fois, il y avait des courriers de rendez-vous, donc il fallait juste qu'elle soit sûre de la date. Et tout. Mais même mon père, qui parlait super bien français, il avait un petit complexe, il avait une insécurité linguistique, ce qu'on appelle une insécurité linguistique, et du coup, il me faisait vérifier aussi les impôts. Donc, il les remplissait, mais il voulait juste que je vérifie. Mais moi, je me rappelle que des fois, je disais, mais je sais pas, en fait. Mais j'ai dû apprendre, parce que pour moi, c'était impensable de dire à mes parents, moi, je sais pas, parce que inconsciemment, il y avait ce truc de... bon, on a une fille qui va à l'école en France et qui parle vachement mieux français que nous. Ça sert à quoi que tu parles français? C'est pas pour nous aider sur des trucs hyper importants qui peuvent mettre en péril les finances de la maison, le fait qu'on habite en cet endroit en payant un loyer et tout, quoi. Donc, j'avais pas trop le choix, en fait. Enfin, c'est juste que si on comprenait pas la lettre, je savais que ça pouvait être grave et que c'était que des courriers assez importants, puisque j'avais compris ce que c'était que d'être en interdit bancaire. J'avais compris que quand tu reçois un courrier du tribunal de Bobigny, bon voilà, tu reçois pas tous les 4 matins des courriers du tribunal, donc ouais, on sait que c'est un peu sérieux. En fait, c'est ça, moi, à 10 ans, vraiment, moi, j'ai perdu toute légèreté, quoi. Enfin, toute légèreté, non, j'exagère, parce que je suis quand même restée assez spontanée et tout. Mais il y a une lourdeur qui s'est installée, en particulier une lourdeur administrative qui, du coup, a enchaîné tout un tas d'autres trucs. Ok. Ouais, tu disais que, du coup, tu as pris ce rôle de troisième parent, quelque part. Donc, tu as un peu géré tes sœurs, géré même la maison, en fait. Moins la maison en soi, tu vois, par exemple, les tâches ménagères, la cuisine, etc., ça, je m'en occupais pas. Parce que je savais pas, parce que, enfin, on faisait un peu quand même toutes les trois notre part. Ma mère, elle nous sollicitait quand même passer le balai, faire ci, faire ça. D'ailleurs, elle nous reprochait qu'on n'en faisait pas trop, enfin, qu'on n'en faisait pas assez plutôt. Tu vois, des fois, elle pouvait aller faire des courses et on savait très bien que normalement, il aurait fallu faire la vaisselle, décongeler le poulet, des trucs comme ça, on le faisait pas. Donc, elle se plaignait du fait qu'on devrait l'aider plus. Mais nous, ce qu'on lui répondait, c'est on t'aurait aidé plus si on habitait en Inde et qu'on était comme ses cousines et qu'on n'avait rien d'autre à faire que d'être à la maison. Mais en fait, il faut qu'on réussisse nos études. Et qu'en fait, si on consacre plus de temps aux tâches ménagères, c'est moins de temps pour les études. Et ça nous a plutôt sauvés. Et moi, ça m'a plutôt protégée. C'est-à-dire que quand je voulais pas faire une tâche, moi, je prétextais à un devoir, quoi. Bon, 90% du temps, c'était vrai. Je travaillais vraiment. Mais il y a plein de cas où je sais que je m'en suis servi comme joker pour pas m'occuper de la maison. Par contre, pareil, pour gérer mes sœurs, je gérais pas... Enfin, non, j'allais dire je gérais pas tout. Mais en fait, en y réfléchissant, je gérais énormément leur scolarité. Parce que mes parents, ils suivaient un peu de loin, mais ils n'avaient aucune connaissance précise des filières, des spécialités, des débouchés. Donc, du coup, ils comptaient sur moi, puisque moi, je venais de... Enfin, comme j'étais l'aînée, j'étais censée débriefer ce qu'il y avait et ensuite pouvoir renseigner mes sœurs, quoi. Donc, du coup, je sais que quand mes sœurs, elles s'interrogeaient sur leur avenir, elles-mêmes aussi avaient fait leurs propres recherches et tout, mais j'étais un peu référente aussi là-dedans. Et j'allais dire, j'ai géré surtout leur scolarité, mais non, parce que je sais que même en termes de besoins émotionnels ou affectifs, c'était marrant parce que mes parents, comme ils sont d'origine indienne, culturellement, c'est pas du tout la même expression des émotions. Et moi, je sais que je le vivais bizarrement quand je voyais, je sais pas, mes petits camarades qui étaient français de France, on va dire. Tu vois, quand j'allais chez des copines et que je voyais que les parents pouvaient leur faire des bisous, des câlins, etc. C'est vraiment pas très culturel, ça, dans ma famille. Mais toi, tu le vois. Et tu sais qu'ici, c'est quelque chose qui peut être fréquent. Après, il y a aussi des familles dans lesquelles, en France, on ne fait pas ça du tout. Il y a un truc de pudeur selon chacun. Mais je sais que moi, j'étais un petit peu peut-être plus à l'aise là-dessus. Et du coup, je sais que certains problèmes que mes sœurs pouvaient rencontrer, elles n'en parlaient pas à mes parents, mais elles en parlaient à moi, pas comme une sœur,
mais justement comme un parent, tu vois, comme si elles avaient finalement une maman, mais un peu jeune, quoi. Ouais. Tu vois, et du coup, il n'y avait pas trop de décalage générationnel, et du coup, elles pouvaient me parler de choses. Typiquement, si... je sais pas, ma petite sœur, elle avait eu un souci à l'école, je sais pas, quelqu'un qui l'embête, ou une copine qui est plus sa copine, enfin, ce genre de truc. Si elle en parlait à ma mère, c'est vrai que ma mère, elle peut être un peu brute de décoffrage, et c'est un peu, bon, il y a d'autres problèmes dans la vie, quoi. Ouais. C'est pas méchant du tout, hein, mais c'est juste que, voilà, pour elle, c'est pas un truc à gérer. Alors que moi, je pouvais plus être à l'écoute de ça, et de me dire, oh, bah, t'as qu'à faire ça, mais peut-être que c'est ça qui s'est passé. Ouais. Voilà, donc ouais, il y a eu aussi une prise en charge un petit peu des émotions, quoi. Donc du coup, du boulot émotionnel d'un parent, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu t'es beaucoup réfugiée à l'école, dans les livres. Est-ce que tu peux revenir un petit peu aussi là-dessus, parce que ça donne la personne que tu es aujourd'hui et... Ouais, écoute, moi, ça a été assez obsessionnel, l'école, parce que... c'était le seul endroit où j'étais en paix avec tout. En gros, moi j'étais très bonne élève, j'ai pas du tout été persécutée ou quoi à l'école, donc j'adorais aller à l'école, j'avais des amis, j'ai toujours eu de super rapports avec mes enseignants, j'ai eu la chance d'avoir de super enseignants. Bon, en terminale, j'ai eu quelques profs pas terribles, mais bon, t'es déjà suffisamment grand, donc ça fait moins de dégâts, on va dire. Mais vraiment, enfant, en maternelle, je me souviens, moi, du nom de tous mes enseignants. Ah oui. Ouais, et tous, en fait, m'ont marqué parce que... Enfin, toutes, d'ailleurs, parce que j'ai eu que des maîtresses à l'école. Elles m'ont toutes marqué parce qu'elles étaient toutes gentilles, bienveillantes. J'ai des souvenirs très heureux, quoi, de ma scolarité, de l'école, de manière générale. Et je te disais... Ce qui est clairement pas le cas de tout le monde. Non, vraiment. Et je m'en suis rendu compte très tard que c'était pas le cas de tout le monde. Mais ouais, moi j'étais une enfant assez sociable et tout. Et vraiment, c'était le lieu de fuite, quoi. Ouais. C'est comme chez moi, ça se passait pas très bien, que c'était un lieu d'anxiété, en fait, pour moi. L'école, c'était vraiment ce qui permettait de mettre cette anxiété au loin. Parce que de toute façon, il fallait que je me concentre. Donc... il y avait c'était un canal, quoi, tu vois, c'était vraiment quelque chose dans lequel je pouvais me mettre à fond, et c'est comme si ça pouvait jamais me faire de mal. C'est-à-dire que de toute façon, plus tu te plonges dans la connaissance, plus t'es fort à l'école, meilleures tes notes sont, et du coup, aussi, t'es très valorisé par tes enseignants, mais j'étais aussi très valorisée par ma famille pour ça. Okay. Et du coup, ça a beaucoup construit mon identité, parce que quand tu grandis dans une famille où t'as des violences psychologiques, verbales, parfois physiques, t'as une estime de toi qui est quand même pas terrible. Puis quand tu vois les femmes de ton entourage se faire maltraiter, parce que moi, toutes les femmes que je connais autour de moi, dans ma famille, elles ont toutes été maltraitées. Il ne s'agissait pas que de mon foyer, c'est toutes les femmes, que ce soit des violences verbales, psychologiques, physiques, elles ont toutes été maltraitées. Franchement, moi je me souviens dans les maisons, c'était un peu l'aller-retour des femmes, le bal des femmes qui se réfugiaient les unes chez les autres pour des tas de trucs, mais souvent en rapport avec leur mari qui ne s'était pas bien comporté. Parce que c'est culturel ? Non, je pense pas que c'était culturel. Moi, je connais plein de familles qui sont d'origine indienne dans lesquelles ça ne se passe pas. Tu vois, je veux pas tomber dans la généralisation d'une culture, mais le milieu duquel je viens, le milieu duquel ma famille vient et duquel les autres personnes que je connais viennent, je pense qu'il y a un manque d'instruction chez les hommes qui fait qu'il y a un sexisme et des violences qui sont faites aux femmes qui sont malheureusement systémiques, quoi. Et puis tu vois, on pourrait pas dire que c'est culturel parce que tu regardes les chiffres des féminicides en France, en 2024, je veux dire, c'est une catastrophe aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, moi j'avais ça comme modèle. Et du coup, toi, quand tu grandis en tant que femme, quand tu vois en fait toutes les autres femmes se faire maltraiter, même si t'as pas envie d'être comme ça, je pense qu'en tant qu'enfant, tu t'imprègnes de ça. Et tu te dis, en tant que femme, potentiellement, je peux me faire maltraiter. Et donc, ça affecte forcément l'estime que tu as de toi, la confiance que tu as en toi. Ça loge de la peur en toi. Et du coup, de se dire, je suis peut-être pas assez bien, etc. Et l'école,
pour revenir à ce thème principal, à l'école, j'avais l'impression d'avoir de la valeur. À l'école, je me faisais pas du tout engueuler et mes parents étaient fiers de moi. J'aime bien dire que l'école, c'était le lieu où je pouvais vraiment exister sans tension. Et c'était sans tension parce que, par exemple, quand j'apportais des bonnes notes, ça mettait mes parents en joie et ils étaient tous les deux contents. Et je pense qu'en fait, c'était tellement rare pour moi qu'ils soient d'accord sur un truc et qu'ils soient contents et fiers et tu vois, une émotion positive. Je pense que j'ai intégré que l'école, c'est ce qui allait permettre un petit peu de stabiliser la famille, quoi. Okay. Donc du coup, je me suis surinvestie à l'école parce que voilà, ça permettait de calmer les tensions à la maison. Moi, quand ça n'allait pas... l'école, c'était mon lieu de fuite et du coup, je pouvais être très malheureuse pendant les vacances scolaires d'été. Okay. Parce qu'on partait pas très loin, on pouvait partir un week-end, tu vois, à la mer, mais on n'avait pas les moyens de partir des semaines et des semaines. Donc souvent, on restait à la cité. Et aujourd'hui, j'en suis contente parce que cet ennui, ça a provoqué énormément de créativité chez moi et tout, et donc tant mieux. Mais c'est vrai que j'étais triste, quoi. J'avais hâte, moi, de la rentrée de septembre. Pour moi, c'était un événement, quoi. Les fournitures, les trucs et tout. J'étais trop contente de retourner à l'école. J'ai toujours été très heureuse à l'école. Et puis aussi, ça réglait aussi les tensions culturelles que je pouvais ressentir. Parce qu'étant biculturelle et de deux cultures vraiment très, très différentes, ma culture indienne pouvait juger la culture française. Tu vois, moi, mes parents, ils répétaient qu'il y a des trucs qui existent dans la culture française et eux, ils trouvaient ça abominable, quoi. Par exemple, les maisons de retraite, c'est un truc que mes parents, ils n'ont jamais compris. Okay. Parce que en Inde, c'est plus habituel de s'occuper de ses aînés. Les parents, quand ils vieillissent, ils restent ou ils reviennent chez leurs enfants. On prend soin d'eux jusqu'à leur décès parce que c'est bien normal, ils se sont occupés de nous, donc il faut les accompagner, on doit respect aux aînés. Et le truc de les mettre en maison de retraite, c'était compliqué. Ou alors, mes parents, ils pouvaient dire « Ah, les Français, ils donnent trop de liberté à leurs enfants, ils font n'importe quoi », ce genre de choses. Moi, j'aimais bien ce côté-là, parce que du coup, ça contrebalançait avec le côté hyper strict et conservateur de ma famille de culture indienne, quoi. Et donc, l'école, c'est pareil. Là, j'avais l'impression d'exister sans tension. En fait, mes origines, là, n'avait rien à faire là. En tout cas, jusqu'à un certain stade, ça n'a pas impacté, ça n'a pas compté. J'avais l'impression que ça m'handicapait pas. J'avais l'impression que c'était le lieu où tout le monde était content et moi aussi, quoi. Donc, c'était un vrai refuge. Ouais. Là, tu disais que l'école, c'est pas un lieu où tes origines avaient une influence, mais t'as mis une nuance sur la suite de ton parcours. Ouais, bah justement... Avec le recul, maintenant, quand j'y réfléchis, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes racisées qui racontaient leur expérience de l'école. Et je me suis dit, ah non, mais moi, c'est parce que j'ai grandi dans le 93 que j'ai pas vécu, je sais pas, ne serait-ce que du racisme, etc. J'ai jamais eu d'enseignant qui a exprimé ça envers moi. Je l'ai pas ressenti, quoi. Et je me suis dit, c'est quand on grandit en province que c'est comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a moins de diversité et puis qu'il peut y avoir plus d'attitude, d'ignorance vis-à-vis de tout ça et du coup des comportements déplacés. Et en réalité, j'ai discuté aussi avec des gens qui étaient issus de la région parisienne, à qui c'est arrivé. Donc je pense que j'ai été hyper chanceuse. Mais c'est vrai que le moment où vraiment ça a un peu plus impacté, c'est justement quand je montais dans les études. Donc tu vois, jusqu'à l'école primaire, même jusqu'au collège, c'est pas quelque chose qui avait une influence, importance. Et après, par contre, arrivé au lycée, et puis surtout les études supérieures, là, j'ai vu en fait que ça faisait une différence et que se creusaient du coup les inégalités. Okay. Parce que, un des points sur lesquels on avait discuté quand on préparait l'entretien, c'était mon parcours de transclasse. Et du coup, moi, je réexplique rapidement peut-être ce que c'est, parce que c'est pas un concept si fréquent. Avant, on parlait de transfuge de classe, donc les gens qui passent d'une classe à une autre, mais en fait, c'est un terme qui est très péjoratif, parce que déjà, c'est un peu... Il y a un ancien terme qu'on utilisait qui est celui de parvenu, tu sais, on parle de ces gens qui viennent de milieux modestes, et du coup, qui ont gravi des échelons, et du coup, qui ont la hargne, qui ont les dents qui rayent le parquet, et qui sont même des traîtres par rapport à leur milieu d'origine. Transfuge de classe, ça a gardé la même connotation, et du coup,
quand on dit on est transfuge de classe, c'est un truc très vertical. C'est-à-dire on est passé de haut en bas. Et c'est souvent de l'ordre de comme je suis passé de haut en bas, c'est mieux. Et du coup, c'est Chantal Jacquet, qui est une philosophe et qui est aussi ma directrice de recherche, qui a mis en place plutôt le concept de transclasse, où là, du coup, ça parle juste de changement de classe sociale, mais plus à un niveau horizontal, quoi. Oui. C'est-à-dire, on se déplace d'une classe à une autre. Sans dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Exactement, parce que, qu'est-ce qui dit qu'être patron, c'est mieux tu vois, dans l'imaginaire, oui, mais en réalité, si tu te places d'un point de vue hyper anticapitaliste, tu te dis, mais non, mais c'est terrible. Oui. Ça peut aussi être quelque chose qui contribue à une forme de violence et tout. Donc, je me rappelle que je t'avais donné un exemple très trivial, mais... je pense que dans la tête de beaucoup de gens, un éboueur, c'est pas forcément quelqu'un de très élevé dans la société. Ouais. Par contre, à chaque fois qu'ils font grève, on se dit qu'ils ont un rôle énorme. Donc, en fait, effectivement, qu'est-ce qui est mieux, personne ne peut le dire. C'est ça. Et du coup, le transclasse, c'est celui qui change tout simplement de classe sociale sans juger la classe de départ, sans juger la classe d'arrivée. Et c'est un concept qui réfléchit plutôt à ce que peut ressentir la personne transclasse. Donc on met le focus plutôt sur l'individu, plutôt que sur objectivement s'il a réussi ou pas, quoi. Et d'ailleurs, justement, tu peux être transclasse en passant d'un milieu modeste à un milieu moins modeste, et tu peux aussi être transclasse quand tu viens d'un milieu super bourgeois et que après tu reviens à des métiers, par exemple manuels, où tu perds énormément en confort matériel, par exemple, etc. Quoi. Parce qu'à l'époque, on pouvait appeler des déclassés. Ouais. Donc c'est vraiment, on enlève ce côté jugement. Et moi, je m'identifie vraiment comme transclasse, parce que je viens, et je dis souvent que je suis une espèce de double ou triple transclasse, parce que j'ai le côté transclasse, parce que mes parents ont déjà initié un premier mouvement de transclasse avec leur migration économique, c'est-à-dire de quitter la ruralité de leur village, où vraiment, ils ont grandi dans des conditions d'assez grande pauvreté, mes parents, ils ont connu la faim, pas tout le temps, mais souvent. Ouais. Arriver ici, pour eux, par rapport à leur famille, c'était déjà quelque chose de mieux, tu vois. Ils ont fait ça pour un avenir meilleur. Il y avait plein de choses mieux ici, finalement, que là-bas. Et moi, du coup, j'ai juste repris le flambeau de ça en me disant, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Et donc, avec l'école, je vais continuer à poursuivre ce trajet du mieux. Et du coup, moi, j'ai grandi dans ce milieu assez modeste, et au fur et à mesure que je montais dans les études, je voulais aller encore plus loin. Et j'ai fait des études de sciences humaines qui m'ont mené jusqu'à passer l'agrégation de philo, là, d'être en train de faire une thèse. Bon, la thèse, ça a l'air prestigieux, là dit comme ça, c'est hyper précaire en vrai, financièrement et tout, mais c'est temporaire, et même en société, il y a une aura particulière, quoi, d'avoir un doctorat, ce genre de trucs-là. Et donc là, maintenant, j'évolue dans mon milieu professionnel, et même dans mon cercle d'amis, avec pas mal d'amis qui sont dans des milieux intellectuels, qui sont aussi de milieux bourgeois. Et donc ça, c'est assez particulier, quoi. Et à tout ça, si tu ajoutes le fait qu'en plus, je suis d'origine indienne et française, ça rajoute une couche, en fait, d'écart. Donc j'ai vraiment je suis une espèce de millefeuille d'écart, de paradoxes, de contradictions. Et du coup, voilà, ça a été un peu ce parcours-là qui m'a façonnée. J'ai oublié la question de départ. C'était quoi ta question de départ ? Je crois que je l'ai oublié aussi. Parce que je me rappelle plus. J'ai dit tout ça pour un truc. Et je réussis plus à trouver la fin de l'histoire. Je l'ai plus non plus, parce qu'on est parti sur ce concept qui est hyper intéressant, et pour le coup je vais continuer dessus quand même. Ouais. parce que ça, moi, c'est ce qui m'a marqué dans ton histoire. Et tu m'as donné une phrase quand on s'est préparé à l'échange. Tu m'as dit qu'à un moment tu t'es rendu compte que tu n'avais pas d'autre choix que l'excellence. Je pense que ça amène du coup ce changement de classe au final. Oui. À quel moment t'as eu ce déclic et cette pensée ? Je vais te répondre, mais j'ai retrouvé la question.
T'es meilleur que moi. La question, c'était, tu disais que mes origines n'avaient pas eu d'impact jusqu'à un certain stade, mais ensuite, oui. Ça a eu un impact justement après, pendant mes études supérieures, où, bon, je la fais courte pour répondre à la question suivante, mais en gros, mon bagage culturel n'a pas joué jusqu'à la prépa, quoi, on va dire. Et ensuite, arrivé en prépa, comme j'ai choisi des études de sciences humaines, mon bagage culturel comptait, parce que la culture générale qu'on a, elle change la qualité de nos travaux. Oui. Et malheureusement, c'est des trucs qui sont très normés, quoi. Normés par la culture occidentale, etc., que moi, je possédais pas forcément. Et c'est pas que j'avais honte de ma culture ou quoi que ce soit, simplement que la culture que je possédais, elle n'était pas valorisée. Moi, mes parents, ils étaient très cinéphiles. Mon père, il connaissait très bien le cinéma ancien, moi aussi, mais le cinéma indien. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux mettre dans une copie, etc. Et après les concours, enfin pendant les concours, je me souviens que souvent j'ai été déstabilisée en me disant mais en fait là mes origines elles jouent dans ce que je peux rendre. J'avais développé un complexe par rapport à la langue française où plus tu montes dans les études de philo, plus on maîtrise la langue d'une certaine façon. Et des fois, moi, j'étais inhibée par rapport à la langue française. Je me suis dit, mais j'arrive pas à faire aussi bien que les autres, alors que vraiment, pas du tout, hein, mais c'était l'impression que j'avais. Et ensuite, quand je suis arrivée à la fac, après les concours de l'ENS que j'avais pas eu et tout, quand je suis arrivée à l'université, j'ai fréquenté des milieux de gauche. En tout cas, j'avais des amis qui étaient de gauche, militants d'extrême gauche, etc. Et tu vois, c'est pas là que tu peux t'imaginer, enfin certains étaient mes amis, certains ne l'étaient pas, des fréquentations quoi. Tu te dis là, il ne peut pas se loger du racisme quand même. Ouais. Et en fait, arrivée à la fac, je subissais énormément de remarques de racisme ordinaire. J'arrive à poser le mot maintenant dessus, mais à l'époque quand je le subissais, le concept n'était pas encore très répandu. Je sentais juste que j'étais mal à l'aise par rapport à certaines remarques et je me rendais pas trop compte quoi. Et là, en gros, c'était logique aussi parce qu'en fait, plus tu montes dans les études en tant que transclasse, moins il y a de gens comme toi. Et du coup, les autres gens qui te ressemblent pas, ils te voient, ils comprennent pas tes codes, ils savent pas vraiment qui tu es et du coup, ils peuvent avoir des remarques déplacées. Des fois, ils se rendaient pas compte. Hein. Oui. Parfois, ça pouvait être très, très frontal et très volontairement une remarque. Et d'autres fois, c'est simplement des remarques très générales et tu te rends pas compte que ça va pas en fait de dire un truc... T'as un exemple Ouais, j'ai un exemple. Je me rappelle que j'étais allée à un anniversaire et j'ai deux exemples. Un premier exemple, c'est que j'avais raconté à des connaissances que j'avais que quand je me suis mise en couple avec mon mari, c'est actuellement mon mari, mais avant c'était mon copain, j'avais dit à mes parents que j'étais en couple avec quelqu'un qui n'était pas d'origine indienne et ça s'était pas très bien passé. Et donc j'étais en master à ce moment-là. Et j'en ai parlé avec certaines filles qui étaient dans ma classe en leur disant voilà, il se passe ça, du coup c'est un peu compliqué pour moi de sortir, etc. Et il y a une des filles qui n'était pas une amie proche, hein, mais qui m'a dit ouais mais bon après c'est tes parents aussi sont arriérés là avec leur culture, je veux dire à un moment toi t'es française quoi. Ouais, c'est hyper violent. Et ouais. Et ben moi j'ai rien su répondre à ce moment-là, honnêtement, hein, j'avais pas la répartie, j'étais juste en train de dire ouais franchement ils sont trop arriérés et tout, et en même temps que je disais ça, je sentais que c'était pour pas perdre la face, et que c'était, que je pouvais pas de toute façon les défendre, parce que ils me faisaient subir vraiment un cauchemar à ce moment-là, donc j'avais pas le recul suffisant, mais en même temps j'étais quand même perturbée par cette remarque. Je me suis dit c'est trop bizarre de me dire ça quoi. Moi je voulais juste une écoute, j'avais pas besoin qu'on me juge. Et le deuxième exemple c'est que là pour le coup c'était quelqu'un que je considérais comme une amie. J'étais à son anniversaire et elle avait fait un gâteau au chocolat voilà, et elle l'amène au moment de souffler ses bougies et moi j'étais là et elle a balancé un truc de style bon par contre j'ai pas mis de piment, j'espère que tu seras pas trop déçu. Wow. Ce qui est une remarque de racisme ordinaire, qui était complet. Enfin bon, après tu me diras, j'ai retourné le truc dans tous les sens. Je me suis dit bon, c'est peut-être parce que c'est une copine et du coup, comme elle me connaît, elle fait peut-être une blague. Elle fait pas cette blague à un inconnu ou une inconnue. C'est parce qu'elle considère que je suis proche et que je vais pas me vexer. Mais je sais que plusieurs fois, j'avais subi ce genre de petites remarques, quoi, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que
ça jouait. Et puis, j'avais pas les mêmes références que la plupart des gens. Quand tu passes un concours comme l'agrégation de philo, c'est un concours très difficile. On est 800, il y a 60 places. Et en fait, moi, plein de fois, j'étais mal à l'aise parce qu'il y a des gens qui parlaient des classiques de cinéma, les films de Romer, les films de machin. Moi, j'avais rien vu de tout ça. Des gens qui avaient baigné dans un milieu dans lequel, je sais pas, Aristote, ils en avaient entendu parler quand ils avaient 8 ou 9 ans parce que leurs parents eux-mêmes étaient profs de fac. Pas du tout les mêmes milieux, quoi. J'ai jamais eu honte de mon milieu. Moi, j'ai toujours assumé que, voilà, mon père il est cheminot, ma mère elle est mère au foyer, je suis d'origine indienne. C'était des trucs avec lesquels j'étais complètement à l'aise, tellement à l'aise que moi, je parlais très ouvertement des violences dans ma famille. Ok. À tes camarades? Ouais. J'en parlais. Okay. Je sais que ça mettait un peu le malaise parce que ces personnes-là pouvaient des fois me juger parce que moi, je bois pas d'alcool. J'en ai jamais bu. Je veux dire, ma consommation, ça doit être une fois par an, tu vois, parce que je goûte un vin qui a l'air sympa, mais je bois pas d'alcool, quoi, sinon. Et j'en buvais déjà pas, et encore moins quand j'étais à la fac. Et en fait, je pouvais me prendre des remarques genre « Ah, t'es pas marrante, tu bois pas et tout, pourquoi? Est-ce que c'est un truc religieux et tout ?» Et moi, j'étais hyper fière de raconter que... moi, en fait, mon père, il était sujet à des addictions, dont l'alcool. Et que, en fait, moi, ça me fait pas rire, en fait. Donc ça jetait toujours un blanc. Oui, j'imagine, ouais. Mais écoute, tu poses la question, il faut t'attendre à toutes les réponses, en fait. Je vais pas juste rigoler pendant que... on me fait ces remarques et tout, quoi. Ouais, bien sûr. Ou sinon, ça pouvait m'arriver de demander « Et toi, pourquoi tu bois ?» Parce que c'était la question « Pourquoi tu bois pas ?» Et moi, je disais « Toi, pourquoi tu bois ?» quoi. Parce que ça m'agaçait. Donc voilà, il y avait plein de codes comme ça qui changeaient. Et ça m'a fait un peu me questionner des fois. Mais je pense que le point positif, c'est que comme mes parents n'ont jamais dévalorisé leur propre culture, ça, ils nous l'ont transmis. À moi, en tout cas, ils me l'ont transmis. Je me suis jamais sentie complètement écrasée par ces gens-là, quoi, tu vois. J'étais plus à me dire, c'est bizarre de réagir comme ça. Enfin, tu vois, des fois, je pouvais renier mes origines de moi à moi, mais pas trop devant les gens, quoi, tu vois. Oui, parce que tu m'as dit, quand on se préparait, que tu avais un petit peu pris tes distances avec tes origines. Même, tu parlais pas tamoul avec ta maman à un moment, c'est ça? Ouais. Moi, pourtant, le tamoul, c'est la première langue que j'ai connue, puisque mes parents m'ont parlé dans cette langue-là depuis ma naissance jusqu'à mes 4 ans. Et après, arrivé à l'école, j'ai fait ce qu'on appelle du mutisme. C'est très fréquent dans les cas de biculture, de bilangue. Parce que, en gros, moi en plus, j'étais dans un cas de diglossie. La diglossie, c'est quand tu parles 2 langues, mais qu'il y en a une qui est valorisée socialement et une autre moins. Okay. Ça arrive très fréquemment que les enfants, du coup, taisent la langue qui est la moins valorisée parce qu'ils le perçoivent très vite. Forcément, tu arrives à l'école, tu vois que la maîtresse, elle parle en français, que tout le monde parle en français, que personne parle en tamoul, et en plus qu'il n'y a pas beaucoup de petits-enfants comme toi qui te ressemblent. Je l'ai mise un peu en retrait, cette langue. Et après, c'est vrai que pendant l'adolescence, au moment où j'étais en contradiction un peu avec mes parents, comme plein d'ados, des fois tu rejettes les règles qui t'imposent, des fois tu rejettes les repas qu'ils font. Moi, mon combat, c'était la langue, quoi. Ça faisait partie des trucs que je rejetais, je voulais pas la parler, j'avais un peu honte... ça faisait partie du package. Non, je veux pas de cette culture-là qui me handicape. Puis à l'adolescence, t'as envie de ressembler à tout le monde. Et moi, je pouvais pas sortir. J'inventais des gros mythos à mes amis quand ils m'invitaient à des endroits en disant non, je peux pas, il y a des invités à la maison et tout. Mais non, en fait, c'est parce que j'osais même pas demander à mes parents l'autorisation de sortir. Je savais que ce serait non. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps, enfin même à la fac. Des fois, j'ai menti à des amis à la fac, alors que j'avais plus de 20 ans, parce que je pouvais pas leur expliquer que j'avais pas le droit de découcher, quoi. Je comprends. Fallait que je rentre dormir à la maison, sinon j'allais avoir des gros problèmes. Et donc je leur disais non, mais je dors pas bien quand je suis ailleurs et tout. Et donc je me débrouillais toujours pour rentrer avec le dernière heure à 22h30, alors que j'avais envie de rester, quoi. Mais, donc oui, j'ai eu besoin de prendre des distances. Aussi parce que c'était très sexiste, ça m'empêchait plein de choses. Il y avait de la famille quand même, de mes parents, qui étaient super oppressants vis-à-vis de ma condition de fille. Moi, j'ai beaucoup entendu « tiens-toi comme une fille, parle comme une fille, tu parles trop pour une fille ». Le « pour une fille » ou « en tant que fille », il complétait beaucoup de phrases, quoi. Et la bascule, elle s'est faite quand j'avais 11 ans. Quand je suis devenue pubère, quoi, tu vois, j'ai eu mes règles vers mes 11 ans, et à partir de là, l'attitude de ma famille a complètement changé.
Et comme dans beaucoup de cultures, parce que je suis passée du stade de la petite fille que tout le monde trouve mignonne à potentiellement une fille qui peut faire des conneries avec des mecs et déshonorer la famille. Et du coup, je suis vraiment... Enfin, toutes les filles passent par là dans certaines familles, quoi, qui sont très attachées à des valeurs très patriarcales, etc. Et là, moi, j'ai vu ce switch-là et je me suis dit, mais ça, j'en veux pas. Je repensais aux cousines de ma famille. Je me suis dit, je veux pas du tout finir comme elles. Donc, j'ai dû le rejeter pour ensuite le réintégrer plus tard. Ouais. Mais en tout cas, j'ai eu besoin de ce rejet complet, de ce conflit, parce que ça me permettait de faire le tri. Parce que tu vois, pendant ce moment où je me suis éloignée, ben, quelque part, ça m'a laissé suffisamment d'espace pour que des choses me manquent. Et que tu reviennes plus tard. Et que j'y revienne en me disant, tiens, ça me manque pas. Tu vois, moi, j'ai mis assez loin la religion de mes parents. Moi, je me considère pas comme hindouiste, je crois pas à ça. Et ça, depuis le temps que je l'ai mis derrière, c'est jamais revenu sur le devant de la scène. Ça m'intéresse de manière anthropologique, comme n'importe quelle culture, mais ça m'intéresse pas en termes de foi, quoi. Par contre, la langue, ça m'a manqué. Et du coup, aujourd'hui, moi, je fais une thèse sur le bilinguisme. Enfin, tu vois, c'est marrant. Et je me suis remise à parler en tamoul à ma mère après avoir été malade il y a quelques années et tout. Donc, je pense que c'est hyper important de pas avoir peur de rejeter un certain nombre de choses. Le psychisme, quand il rejette, c'est parce qu'à ce moment-là, il peut pas faire autrement. Donc, il faut le respecter et surtout se faire confiance, quoi. Les choses dont on a vraiment besoin, il y a des appels. Là, tu viens très rapidement d'évoquer ta maladie. Du coup, je reviens sur la question que je t'avais posée tout à l'heure sur à quel moment tu t'es imposé l'excellence. Enfin, tu t'es rendu compte qu'en fait, tu n'avais pas le choix que d'être excellente, parce que même si c'était très bien, en fait, ça n'aurait pas été assez au vu de ton parcours, d'où tu viens, de tes origines. À quel moment tu as pensé ça ? Est-ce que tu peux nous amener, du coup, aussi sur ce que ça a provoqué, du coup, certainement ? Ben, je saurais pas te dire un moment vraiment précis où je me suis dit il faut que je réussisse. C'est comme si ça avait toujours été là, comme si ça avait été toujours un contrat tacite qu'il fallait que je réussisse. Et très rapidement, c'était pas réussir moyennement, parce que réussir moyennement, ça voulait dire se garder la possibilité que ça foire. Et moi, c'était pas possible. En fait, il fallait assurer absolument une réussite, une stabilité. Et du coup, je me suis dit, pour être sûr d'y arriver, au lieu de te donner à 100%, si tu fais 200%, même si tu tombes à 100%, t'es OK. Donc, j'avais pas le choix. Vraiment, moi, je me suis sentie condamnée à l'excellence. C'était ça la formule que tu as utilisée. Ouais, je me suis sentie condamnée à réussir parce que j'avais hérité très jeune et j'avais pris conscience très jeune des difficultés que mes parents avaient. Ils galéraient. Ils ne galèrent pas pour rien. Et j'avais cette conscience hyper aiguë très jeune de ça, que je peux pas les décevoir. Je peux pas me dire qu'ils ont quitté leur pays, leur famille, leur climat si agréable pour ce pays qui est dur avec eux, parce qu'il faut qu'ils apprennent tout avec leurs nouveaux repères. Tout ça pour que moi je me foire derrière, quoi. C'était impensable. Et réussir, ça voulait dire, pour moi, dans ma tête d'enfant, c'était avoir un métier dans lequel j'avais un salaire correct. Bon, enfant, je sais pas ce que ça veut dire un salaire correct, mais en tout cas, pas risquer de perdre mon emploi. Avoir aussi quelque chose d'assez noble. Moi, je voulais pas... j'ai rien du tout contre les métiers du tertiaire, tu vois, mais par exemple, moi, faire un métier peu qualifié et tout, c'était pas possible, parce que je savais que c'était précaire. Parce que aussi, autour de nous, les femmes qui travaillaient dans cette communauté, elles avaient des métiers précaires. Donc tu vois qu'elles s'abîment en termes de santé, tu vois que les conditions de travail sont dures. Et puis elle le verbalisait, elle disait faites des études pour pas faire les mêmes métiers que nous. Mon père, ça, il nous l'a beaucoup dit. Il dit faites des études pour pas avoir le même métier que le mien, parce qu'il était cheminot, mais il travaillait sur les voies, donc vraiment il avait les genoux cassés, le dos cassé, c'était quand même un travail finalement de manutention, quoi. Donc j'ai été poussée aussi à ça inconsciemment par mon père, beaucoup plus que ma mère. Ma mère, elle voulait juste que j'ai un boulot stable. Elle aurait préféré sans doute que je fasse pas des études trop longues, parce qu'elle avait l'impression que ça me rendait trop rebelle. Mais mon père, il nous a poussé, enfin moi et mes sœurs, à aller assez loin dans les études, parce qu'il s'est dit, un bagage, il nous le disait, il disait, des diplômes, ça perdra jamais en valeur.
Et ça, quoi qu'il arrive, même en temps de guerre, tu pars avec. Donc, tu pourras te débrouiller. Et c'est drôle parce que lui nous disait, comme ça, tu dépends pas d'un homme. Tu as un salaire suffisamment bon pour que, voilà, si tu dois vivre toute seule ou quitter un homme parce que... C'est ton père qui te le disait? C'est mon père qui disait ça. Oui, il voulait pas du tout la même chose que pour ma mère, pour nous. Hein. C'était très paradoxal. Ouais, c'est marrant ça. C'était très paradoxal. Nous, on était vraiment la prunelle de ses yeux et c'était inconcevable qu'il nous fasse du mal. Moi, j'ai jamais subi de violence de la part de mon père et tout, mais c'était juste son absence quoi, qui pouvait être pesante, mais et d'autres choses, mais en tout cas, voilà, il n'a jamais touché un de mes cheveux. Et il l'aurait jamais fait. Et il voulait vraiment le meilleur pour nous, quoi. Donc c'était un peu bizarre, mais voilà. Donc l'excellence, c'est ce qui t'a toujours animé en fait. C'était pas un choix, comme tu non, disais. et d'autant plus en tant que fille, tu vois. Et puis aussi, je pense que l'excellence, c'est pas simplement que je me sentais condamnée à ça pour que ma famille s'en sorte. C'est parce que comme on était excellente à l'école, je me rendais compte que plus j'étais excellente à l'école, plus je me sentais protégée parce que on pouvait pas gâcher un talent pareil, quoi, tu vois. Et du coup, ça me donnait encore plus d'armes pour m'échapper de ce milieu-là dans lequel je me suis dit, si je suis moyenne, on peut se dire, bon, tu peux arrêter, c'est pas grave, tu vois. Mais un enfant qui est excellent dans quelque chose, tu vois, les profs qui disent, faut surtout pas l'arrêter, il faut qu'elle continue. En fait, ça mettait une pression à mes parents pour me laisser faire ce que je voulais. Donc, je m'achetais vraiment ma liberté aussi comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que c'était aussi lourd, parce que je me suis dit, j'ai pas le choix. Si je veux la vie dont je rêve, il va falloir que je tienne ce rythme-là d'excellence, parce qu'il faut que ça en vaille la peine. Tu vois. Je me suis dit, si je suis excellente, aux yeux de tous, je vaux la peine que de déroger au chemin traditionnel qu'on m'avait préparé, quoi. Et c'est incroyable de penser... À quel niveau de conscience tu as dû avoir en fait très tôt dans la vie. Mais ça n'a pas été sans conséquences. Non, du tout, effectivement. Je me suis tellement mis la pression que je suis rentrée dans un cercle vraiment vicieux dans lequel, en gros, je suis rentrée dans ce cercle-là des études, de la pression par rapport au travail. Et je suis quelqu'un qui n'avait pas besoin de faire tant d'efforts que ça pour être excellente, mais je m'arrêtais pas à ça. J'en faisais quand même 110%. Et du coup, je rendais des choses qui pouvaient être très impressionnantes, qui étaient toujours d'un très bon niveau. Et après, ça s'est poursuivi même dans mon travail. Tu vois, une fois justement que j'ai obtenu ce fameux travail stable, qui était relativement bien payé, etc., j'aurais pu lâcher et m'arrêter et me dire « Ah, c'est bon, mission accomplie, tu as un travail, tu vas pouvoir, toi, te mettre à l'abri, puis si besoin, aider tes parents, très bien. » Et en fait, non, ça s'est pas arrêté et j'ai continué à en faire énormément. Et disons que cette pression que je me suis mise par rapport à l'école pour compenser le fait que à la maison ça se passait moins bien et qu'il n'y avait pas de stabilité et quelque part l'impression qu'on comptait sur moi pour rétablir, enfin sur moi et mes sœurs aussi, parce qu'elles ont aussi des parcours d'excellence comme ça où je sais que pour en avoir parlé avec elles, on a un petit peu eu les mêmes pensées de se dire il faut qu'on ait des boulots stables pour aider les parents, etc. Dans ce parcours-là, je me suis jamais arrêtée et est arrivé un moment où mon corps en a plus pu. Et en 2020, en tout cas c'est l'interprétation que j'en donne, en 2020 j'ai été diagnostiquée d'un cancer de l'estomac qui est en général la suite logique d'ulcères répétés. Bon, ulcères, on sait... moi, je bois pas d'alcool, je fume pas, je mange pas de viande rouge, donc j'avais pas ces causes-là. Et l'autre cause des ulcères et de ce genre de trucs, c'est le stress, en fait. Et moi, depuis enfant, avec toute la pression que je me suis mise, j'avais été diagnostiquée d'anxiété généralisée assez tard, dans ma vingtaine. Et bon, c'est assez classique chez des enfants qui grandissent dans des milieux d'instabilité, de peur, d'insécurité. Et cette anxiété généralisée, je sais que la première fois que j'ai eu le premier mal de ventre qui a évolué vers un cancer, c'était pendant l'agrégation, la préparation de l'agrégation. Donc, ce fameux concours qui, normalement, m'offre la tranquillité, j'ai fait ce qu'on appelle une gastrite, qui est clairement dû au stress. Mon médecin généraliste m'avait dit c'est le stress, t'es en train de préparer tes concours. Et c'était la deuxième année. La première année je l'avais pas eu et la deuxième année
il fallait que je l'aie parce que clairement, si je n'avais pas ce concours, je n'avais pas de travail. Et si j'avais pas ce travail, c'était ma dernière année de bourse. Je savais très bien qu'il faudrait que je prépare ce concours en bossant à côté dans un petit magasin. Et pour l'avoir passé 2 fois, je savais que c'était très compliqué de l'avoir quand tu bossais à côté. Il faut être à 100% dans le concours. Donc, je m'étais mis une pression, mais monstre. J'étais devenue un Tamagotchi. Je me levais à 8h le matin pour bosser jusqu'à midi. Midi, 14h, c'était ma pause déj plus la sieste de 20 minutes. 14h30, je me remettais à bosser jusqu'à 20h. J'avais le droit à une pause de 15 minutes à 16h. Et j'étais comme ça tous les jours. Ok. Donc vraiment, je m'étais mis une pression de dingue. Et ça, c'est la première fois où j'ai eu la gastrite. Et mon médecin m'avait dit à l'époque, c'est pas censé revenir. Donc si tu retrouves des symptômes comme ça à l'avenir, surtout, tu viens me consulter de manière urgente. Là, il faudra faire une fibroscopie pour voir que voilà, ça évolue pas vers des ulcères et tout. Et la deuxième fois que je l'ai eu, c'était en 2020, après plusieurs années de boulot intense, où j'étais tout le temps fatiguée, où on faisait énormément pour les élèves. Là, pour le coup, c'était plus pour moi, mais c'était l'investissement dans l'éducation nationale. En tant que prof du 93, où on n'a pas énormément les moyens, où en tant qu'individu, on doit compenser les manques de tout un système. Et puis j'étais dans un lycée particulièrement dysfonctionnant. Et c'était juste avant le Covid, quoi. Je me suis un peu... mon corps s'est effondré. Et un cancer de l'estomac, normalement, c'est un cancer c'est le cancer de Bernard Tapie, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai pas du tout la vie de Bernard Tapie. Oui. Et en même temps, je me souviens que quand on m'a diagnostiqué ça, j'étais effondrée. Et je me suis dit, non, mais peut-être qu'une fois que je vais commencer le traitement et tout, il va falloir que je m'arrête de travailler, ça va être terrible, ça va me manquer, parce que moi, je me suis toujours définie comme workaholic. Donc, vraiment, je me droguais au travail. Et en fait, vraiment, quand tout s'est arrêté, que j'ai dû arrêter le travail, que j'ai dû me soigner, j'étais tellement soulagée. J'étais soulagée et j'avais l'impression d'être à la retraite. De me dire, alors c'est pas du tout... Du coup, c'est pas 67 ans la retraite. Ouais, voilà. Enfin, c'est une fausse retraite parce que c'était une retraite pour se soigner, donc c'est pas des retraites des plus agréables. Ouais. Mais j'étais quand même soulagée parce que je me suis rendu compte à ce moment-là, j'ai pris conscience que moi, j'étais touchée par mon cancer, j'avais 31 ou 32 ans, je sais plus, peut-être 32. Oui, j'en ai 35 là, donc c'était en 2020, 31, 32 ans. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait 20 ans que tu es non-stop en train de faire des efforts et de littéralement te consumer pour toujours aller à la chasse, à la reconnaissance, au diplôme, comme si tu n'avais jamais atteint ton but. Et du coup, de surinvestir le travail, quoi. Et là, je me suis rendu compte que des fois, je pouvais passer à côté de moments de famille parce qu'il fallait que je bosse, mais c'était devenu une seconde nature pour moi, tu vois, je connaissais rien d'autre et c'est ça qui rapportait des résultats et de la sécurité, donc je suis allée vers ça. Et en réfléchissant, c'est vrai que quand il t'arrive un truc comme ça, comme un cancer à cet âge-là, tu te demandes pourquoi, comment, quoi. Ouais. Et j'ai pas vu beaucoup d'autres choses que ça. Je me suis dit, mais en même temps... et j'avais pu discuter avec d'autres patientes qui avaient eu la même chose que moi via les réseaux sociaux et tout. Ça, c'est un peu la magie des réseaux. Quand les hôpitaux peuvent pas te fournir des noms de patients, tu tombes sur des gens qui ont la même chose que toi. Et le point commun que j'avais repéré entre nous toutes, c'était des cassures terribles dans l'enfance, une pression extrême, et cette espèce de dépendance au travail, une vie de stress intense. Enfin, moi, j'étais vraiment le cliché de la personne. Si tu veux me voir en tant qu'amie, je te dis, j'ai un créneau dans 3 mois entre 12h45 et 14h30, quoi, tu vois. Bah, d'ailleurs, c'est quasiment ce que tu m'as dit pour enregistrer. J'ai tenté ma chance parce que j'étais de passage à Paris et on a réussi à enregistrer du premier coup. Non, en vrai, j'ai quand même beaucoup plus de temps aujourd'hui et je m'en fais un devoir, tu vois, vraiment de ne pas retomber dans les cycles et tout. Du passé, même si c'est difficile parce que le monde dans lequel on vit invite à ça. Mais j'ai pas vu d'autres explications et je pense que tu fais des recherches un peu sur les symboliques et tout. Et je sais que l'estomac, c'est vraiment le lieu des émotions pas digérées, de la colère, de tout ça. Et ce qui s'est passé au moment de ce cancer, c'est que, j'étais soulagée que ça s'arrête enfin. Vraiment. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, je vais avoir droit à une pause. Okay. Et on va enfin s'occuper de moi. Et je pense vraiment que c'est 20 ans de stress cumulé, 20 ans comme si tu tapais sur le truc jusqu'à ce que ça se casse, quoi. Tu vois, on parlait de cet art japonais de recoller les morceaux. Voilà. Bah là, c'était plutôt comme si tu prenais un truc en porcelaine et tu tapais doucement jusqu'à ce que ça tape. Mais c'est moi qui me suis tapée dessus toute seule. Ouais. Et au bout d'un moment, ça a cassé.
Et je me suis dit, voilà, là, j'ai une bonne excuse pour m'arrêter de travailler. Et j'avais l'impression, je dis souvent ça, que ce cancer, enfin, on a guéri mon cancer, parce qu'aujourd'hui, donc tout va bien, ça c'est quand même chouette, mais on m'a pas guéri que du cancer. On m'a guéri de toutes les blessures d'avant, parce que j'avais tellement de colère, d'anxiété, d'insécurité avant. Enfin, moi, je suis en psychothérapie depuis 15 ans. Je crois que ça fait 3 ans, donc depuis ce cancer. Bon, les premières années post-cancer, elles sont difficiles parce que personne ne te parle du post-cancer et en fait, tu te retrouves seule avec beaucoup de questionnements. Et une fois que tu traverses ça, moi, je me sens hyper apaisée aujourd'hui et j'ai vraiment l'impression que ce cancer m'a guéri de mon anxiété parce que, tu vois, toutes ces fêlures dans lesquelles on se dit on n'a pas de valeur si on ne travaille pas, on n'a pas de valeur si on n'aide pas ses parents, on n'a pas de valeur si on n'a pas un travail qui permet de régler les problèmes, etc. Et ben ce cancer, ça m'a fait réaliser que j'ai de la valeur juste en existant. Et du coup, ça calme de fou. Ça calme énormément et je me suis dit, bon, bah voilà, toutes ces blessures, à un moment, il fallait qu'elles s'expriment. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ce cancer, c'était pour me dire, ok, tu ne veux pas écouter autrement. Donc mon corps a vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant, tu es en train de te consumer et vraiment, tu vas finir par y passer à force de te mettre une pression comme ça inutile et de te mettre dans des états pas possibles et tu peux pas sauver tout le monde et il va falloir te concentrer sur toi, ton job est fait. Là, on va lâcher prise un petit peu, quoi. Et, ça a été un très gros rappel à l'ordre, mais... Mais bénéfique, tel que tu le présentes aujourd'hui. Moi, je parle que pour moi, parce que ça peut être un peu choquant de l'entendre comme ça, mais pour moi, ça a été un des plus beaux cadeaux que l'univers m'ait fait, ce cancer. C'est une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu à affronter. Le décès de mon père a été très compliqué aussi à affronter pour d'autres raisons, mais le cancer, bon, c'est quand même la mort en face de toi. Quand tu as la trentaine... Enfin, vraiment, le sol, il souffle sous tes pieds, tout s'arrête. Normalement, tu es dans une projection de l'avenir, là, tu peux partir. Faut écouter ce que l'univers te dit à ce moment-là. Et moi, c'est que du 99,9% de positif de toute cette histoire. Ça a été un cadeau merveilleux après coup. Tu vois, maintenant que j'arrive à le digérer et tout, je me dis, je préfère la personne que je suis maintenant que la personne que j'étais avant. Je trouve que je suis plus sympa avec moi, j'arrive à mieux lire les choses. Je me priorise aussi, enfin, après tout ce temps. Et du coup, la boussole interne, elle est beaucoup mieux réglée, quoi. J'ai moins de temps à perdre, je sais ce que je veux, parce qu'il y a cette urgence à vivre. Et je pensais que cette urgence-là, au bout de 1 an post-maladie, ça allait partir. Et j'espérais que ça ne parte pas, parce que je me suis dit, c'est tellement précieux d'avoir une boussole super puissante comme ça. Et en fait, c'est pas parti. C'est resté. Et puis aussi, t'apprécies la vie autrement, quoi, parce que tu te dis, t'aurais pu ne plus être là. Puis moi, c'était un moment particulier, parce que dans ma famille, il y avait 2 autres personnes, un cousin et un oncle, qui ont été diagnostiqués de cancer totalement différents. Et eux qui sont plus là, quoi. Dont un cousin qui était plus jeune que moi. Donc du coup, c'est aussi des choses qui te rappellent que quand même, la vie, malgré tout, elle est formidable. Vieillir, c'est un privilège. Et donc, tant qu'à faire, le monde est déjà suffisamment dur avec les individus. Les autres individus sont durs avec les autres. Autant être sympa quand même avec soi. Et, c'est clair. Et faire c'est hyper important que ces cicatrices-là, on y mette de l'or, quoi. Carrément. Ouais, tu viens presque de conclure l'épisode en disant ça. Non, mais aujourd'hui, t'en es où, du coup ? Tu veux dire professionnellement, ou toi, j'en suis tout entière. Écoute, j'en suis à un point de ma vie où je suis particulièrement heureuse. Et j'ai énormément de chance et ça perdure. Il y a bien sûr des hauts et des bas comme tout le monde, parce que la vie, elle te fait des surprises, mais j'ai l'impression d'être enfin en paix, quoi. Vraiment, je me sens en paix avec moi, je me sens pas toujours en paix avec le monde parce qu'il fait des dingueries, mais en tout cas, j'ai suffisamment de solidité en moi pour affronter tout ça. Je me sens moins anxieuse, je me sens hyper optimiste, hyper en confiance envers la vie, parce que je me rends compte que j'ai de la chance d'être là, quoi. Donc du coup, avec une envie de faire plein de choses, avec une envie de
de réaliser, d'accomplir, d'être avec les gens beaucoup. Donc plutôt dans une très bonne phase de ma vie. Et je pense honnêtement que de toute ma vie, j'ai jamais senti cette plénitude et cette satisfaction. Je ne l'ai jamais senti avant. Et là, je me trouve extrêmement chanceuse. Et ça avait commencé déjà quand j'avais été diagnostiquée. Je me rappelle que quand tu ne sais pas encore combien de temps, si le cancer il est propagé ou pas. Moi, j'ai eu 1 semaine comme ça d'attente entre le moment où on te fait les examens et le moment où on te dit on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension et c'est pour savoir si tu as des métastases ou pas. Ouais. Autant te dire que quand tu sais que tu as des métastases, c'est pas bien enclenché. Et ben pendant 1 semaine, tu as le temps de passer en revue ta vie. Tellement longue cette semaine. Ouais, c'est long. Ouais. C'est long, tu passes par des milliards d'émotions moi j'en étais à un stade où j'avais déjà commencé à faire écrire des directives pour mon enterrement. Je m'étais renseignée pour me faire euthanasier en Suisse. C'était assez long comme semaine parce que oui, moi j'étais en train de me dire si je dois partir, qu'est-ce que je veux faire, et à me faire euthanasier dans les pays où c'était autorisé, parce que je me suis dit si c'est pour mourir complètement inconsciente, sans mes cheveux, moche, horrible, je veux pas du tout laisser cette image à ma famille, parce que ça va suffisamment être dur comme ça de perdre quelqu'un jeune. Je m'étais même renseignée là-dessus, quoi. Et finalement, j'avais aussi posé une autre question essentielle, c'était le bilan. De me dire, là, si tu dois partir maintenant, est-ce que tu as des regrets ? Et franchement, je m'y attendais pas. Avec tout ce que je viens de te raconter, tu vois, la vie, elle m'a pas trop fait des cadeaux sur certains trucs. Et j'étais super soulagée de me dire que j'étais complètement satisfaite de ma vie. Je me suis dit, mais attends, j'ai aucun regret. Et je suis aimée, j'ai aimé. Il y a l'art dans ma vie. J'ai énormément de chance. J'ai vécu des trucs trop cool. Et en fait, je me suis dit, si je dois partir demain, je pars complètement sereine. Et du coup, d'avoir réalisé ça, de me dire, mais en fait, tu en es là où tu voulais être. T'es exactement à la place où tu dois être. T'as plus de raison de t'inquiéter. Mais ça m'a ôté un poids qui jusque-là, du coup, dure. C'est-à-dire que là, de temps en temps, je me retourne sur ma vie, je me dis, oublie pas que t'as pas de regrets. Et que t'en as toujours pas. Et du coup, j'ai pas de regrets, mais j'ai des envies. Et je suis très tranquille vis-à-vis de ces envies, tu vois. Je me dis, il y a des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de faire et aller au bout, comme par exemple finir cette thèse et tout. Et en même temps, je sais que l'essentiel des cases de ma vie, de life goal, ça a été rempli. Et pour moi, c'est l'amour, quoi. Vivre l'amour de mes proches, moi-même aimer, passer du temps avec mes proches, c'était l'essentiel. Et sur ça, je sais que je manquerai pas d'amour et que j'en ai à revendre et à donner. Et pour moi, c'est l'essentiel et c'est ce qui me guide aujourd'hui, quoi. Tu vois, donc même les petites querelles que je peux vivre de manière personnelle, ça compte presque pas, parce que tu dis, c'est pas ça qui change l'amour que j'ai pour les proches. Donc ça arrive, c'est pas grave. Et donc ça me permet de tout traverser comme ça, par l'amour, pour l'amour. Et c'est ouf comme sensation. Vraiment, c'est trop bien. Donc voilà, je suis à un moment de ma vie où tout est ok, où je ressens énormément de gratitude. Voilà, c'est le mot qui résume où j'en suis. Beaucoup de gratitude et beaucoup de chance et voilà, beaucoup de joie. Génial. Un parcours incroyable. On en avait déjà parlé lors de la préparation, mais je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves dans ta vie. Puis finalement, il y a à nouveau une grosse épreuve qui démarre un peu la deuxième vie derrière, et tu nous parles de plénitude, c'est assez incroyable. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui nous écoutent, partager une ressource, quelle qu'elle soit, que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir, un peu de courage peut-être dans une situation qu'il rencontre actuellement ? Alors, Guillou dans les étoiles, non, je rigole. Une ressource, moi je sais que ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était de bien plus impliquer mon corps par des trucs tout bêtes, du genre vraiment faire du yoga, danser, parce que j'ai l'impression que on prend pas assez soin de nos corps et que bizarrement ça doit être le point de départ sans doute de prendre soin de notre esprit. Et donc la ressource, c'est notre corps. Je pense. Et puis surtout,
de pratiquer des choses qui font plaisir. Se ressourcer dans la musique qui a un pouvoir extraordinaire. Je veux dire des trucs bateaux, hein, mais quelque part aussi de pas trop intellectualiser quoi, quand ça va pas, mais d'essayer de retourner vers des choses qui sollicitent pas les mots quoi. Donc la musique, le corps, la danse, ce genre de choses qui finalement viennent remettre à leur place des choses pour lesquelles les mots sont impuissants quoi. Okay. Donc, et voilà, c'est quelqu'un de très cérébral qui dit ça. Hein. Ouais. Peut-être parce que c'est justement mon propre défaut. Oui. Mais tu vas chercher autre chose à côté du coup, toi. Ouais, mais je pense qu'on est dans un monde aussi où on a besoin de mettre des mots sur tout et on sous-estime la puissance du corps qui, quand on l'écoute un petit peu sur des trucs un peu irrationnels, peut faire vraiment des miracles et apaiser justement tout n'est, enfin, on peut pas tout régler par les mots. On peut vraiment pas tout régler par les mots et des fois c'est super, tu vois, moi je suis en psychothérapie depuis 15 ans et je trouve que c'est très important, mais je crois que là ce qui est central depuis quelques années pour moi c'est de me dire j'écoute aussi mon corps quoi, vraiment des trucs plus organiques et ça a autant d'effets et c'est pas moins bien et c'est super important quoi. Donc le sport, la danse, faire attention à ce qu'on mange, pas juste pour pas tomber malade, mais vraiment prendre soin de soi dans un sens politique. En fait, personne ne le fera pour nous. Ouais, bien sûr. Ok, bah super. Soubhadra, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à échanger parce que c'est hyper inspirant d'échanger avec toi. Donc à très bientôt. Bah ouais, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.